c'est le premier réflexe gynéco. C'est une exploration miraculeuse. Nico dit non, c'est pas là. عرفتش تسجل فيهم خاطر انا بعد ساعات ندوخ ما نركزش والله حتى في البيت نحط لي زيكوتور ونسمع الكورة ما عادش عندي وقت نقعد على طاولة بس ما شكون ما حضرش دونك حابة نصور له معناها شفت الويبينير نتاع البارح نتاع فيرتيليا كنت شايفه الويبينير نتاع فيرتيليا ديما بعثني انا بعثت لهم مرة ولاو يبعثوا لي وحدهم ايميل كي يبعثوا لنا ويبينير avec la place de l'échographie puis procréation médicalement l'intelligence artificielle comme je dis, l'échographie c'est un examen miraculeux. C'est le premier examen de première intention, quelle que soit l'indication de cette échographie. Puis procréation médicalement assistée, puis les pathologies gynécologiques, puis l'exploration du pelvis en général. C'est le premier examen de première intention. Donc on va voir aujourd'hui la place de l'échographie et de la procréation médicalement assistée. Particulièrement, comme on a déjà dit, qu'il y a un protocole de procréation médicalement assistée, plusieurs étapes, et l'échographie elle est présente dans toutes les étapes. Que ce soit à la première étape de diagnostic et exploration de ces femmes qui sont infertiles, une fois on a décidé du protocole de la technique de la procréation médicalement assistée, la patiente va être soumise à une stimulation et voilà l'échographie qui est là pour faire le monitorage de cette stimulation. On le partit le jour de la ponction elle est faite sous guidage échographique et une fois qu'on a des embryons qui sont là, le transfert il est fait généralement sous contrôle échographique et par la suite, est-ce qu'il y a une grossesse ou non? C'est l'échographie qui est là, encore une fois, pour confirmer une grossesse qui est en intra-utérin, spécialement où elle a les mauvaises surprises en extra-utérin. Donc, l'échographie, elle occupe une place très importante dans la procréation médicalement assistée et elle intervient dans toutes les étapes. Donc, cette échographie, qu'est-ce qu'il faut étudier chez les femmes fertile, essentiellement c'est la morphologie de l'utérus. Étude de l'endomètre, est-ce que c'est un endomètre réceptif ou non? Les études des ovaires, et on va évaluer essentiellement la réserve ovarienne à partir de l'échographie initiale entre J3 et J5. Le diagnostic de certaines pathologies annexées telles que les kystes ovariens, certaines femmes qui sont hypofertiles, qui ont une endométriose, et voilà les kystes endométriosiques, les kystes fonctionnels qui peuvent être présents chez ces femmes, et ainsi que le diagnostic des ovaires polykystiques. Dépistage des pathologies tubaires qui les trompes normalement sont invisibles au cours d'une échographie normale, mais certaines pathologies qui posent obstacle à la procréation, ce sont les anomalies tubaires telles que les pathologies hydrosalpinx ou les séquelles des infections sexuellement transmissibles, et enfin l'étude de l'environnement des organes génitaux. Donc étape, c'est l'étude de la morphologie de cet utérus. On va prendre les différentes dimensions. L'utérus doit être mesuré dans les sens longitudinal, transversal et mesurer l'utérus et le col. Et les différentes dimensions, ça diffère selon que la femme elle est nullipare, multipare ou elle est ménopausée. Il y a une évolution dans les différentes dimensions de cet utérus. Donc la première chose à faire le diagnostic, qu'il ne s'agit pas d'un utérus qui est hypoplasique, qui n'est pas mature pour recevoir une éventuelle grossesse. L'échographie a une place très importante dans l'étude de la morphologie de l'utérus et de diagnostiquer certaines anomalies utérines, telles que des anomalies qui sont acquises et des anomalies qui sont dites congénitales. Donc pour les anomalies acquises, ce sont essentiellement, quelles sont les différentes pathologies retrouvées, essentiellement ce sont les fibromes, les polypes, et pour les congénitales, ce sont les malformations utérines. Donc on va voir la première pathologie qui est
la plus fréquente, ce sont les fibromes utérins, qui est une tumeur plus ou moins bénigne, qui est très fréquente chez nos femmes. Donc, on va enchaîner avec un petit cas clinique. Donc, Madame Asma, âgée de 33 ans, elle présente une infertilité primaire de 2 ans, sans antécédent notable. Donc, l'examen clinique, la patiente a des ménorrhagies, mais elles sont plus ou moins négligées par la patiente. Elle consulte à la suite d'une petite infertilité primaire de 2 ans, avec un bilan hormonal qui est correct, spermogramme avec TMS qui est favorable pour une FIV, et le couvercle de Madame Asma montre cette image. Qu'est-ce que vous en pensez? شوفوا فيها مليح ولا ايه؟ ليه؟ C'est quoi? Qui peut nous interpréter cette image? أي دكتورة زرتي صاحبتي. Donc on retrouve l'utérus, il est haut situé avec l'endomètre bien visible, mais il y a une masse hétérogène, elle est bien arrondie, postérieure. ما نشوفش في البسين donc ça c'est l'utérus, ça c'est l'endomètre, ça c'est un roméo. Il consume la la vessie n'est pas bien visualisable. En réel, mais après c'est postérieur. Il faut des clichés qui sont plus ou moins dynamiques. L'endomètre il est bien dégagé. Il y a un petit cas de déviation, mais elle n'est pas aussi importante du myome sur l'endomètre. Merci. Donc, on est d'accord qu'il s'agit d'un myome. D'accord, quelle est votre conduite à tenir devant cette patiente? Est-ce qu'on va compléter par une hystérosalpingographie, hystérosonographie, hystéroscopie diagnostique plus ou moins opératoire, une myomectomie, puisqu'il s'agit d'un myome qui est postérieur, avec une petite déviation de l'endomètre, et de 5 cm, est-ce que de 4 cm, et passer directement en PMA, puisque la patiente, on a déjà, il s'agit d'un sperme qui est favorable pour le FIV. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hystérosalpingographie. Ou bien hystéroscopie, diagnostic. Pourquoi قديش؟ كملوا معنا Bon, انت مش تعمل السيروز ويش؟ شوف لو pour voir est-ce qu'elle comprime la cavité oui ou non. يا مش تعمل هيدروسونو يا مش تعمل hystérosalpingographie. C'est-à-dire que si tu as un bilan de fertilité, c'est intéressant de faire une hystérosalpingographie pour voir les tubaires ou pour voir la en 3D. Donc là, je vais faire ma compression du parti. Donc la réponse est donc on va faire une hystérosalpingographie qui est couplée à l'hystérosonographie, les deux. On va faire les deux. Mais si on prend donc c'est les tumeurs, ce sont des images réelles du service et c'est un cas clinique réel. Donc les tumeurs gynécologiques, pendant les fibromes, ce sont les tumeurs les plus fréquentes gynécologiques, ce sont des tumeurs qui sont bénignes. Et les fibromes sont généralement asymptomatiques, mais elles sont découvertes fortuites. Sinon, en général, c'est un contexte d'infertilité. Et l'échographie pelvienne, c'est le premier examen recommandé et pour l'étude de ces tumeurs bénignes, de ces fibromes. Le traitement chirurgical y est si la cavité utérine elle est déformée ou pour établir une fonction menstruelle normale pour les d'aménorrhagie et
pour améliorer la fertilité. On va voir quels sont les fibromes qui vont être pris en charge en PMA. Donc, comment explorer ces fibromes? C'est l'échographie. L'échographie, est-ce que c'est l'endovaginal ou c'est la suspubienne? Ça dépend de la taille du fibrome. Donc, à partir de 5 cm, ça dépasse plus qu'un fibrome ou 3 fibromes. Donc, on doit passer à la suspubienne et plus sophistiqué, à des examens parfois plus sophistiqués, tels que l'IRM pelvienne pour une étude plus précise pour la cartographie des fibromes. Mais comme on a déjà dit, le premier réflexe c'est de faire une échographie endovaginale pour l'étude de ces fibromes. Elle est très sensible, surtout pour les petits fibromes inférieurs à 5 cm et pour le nombre, c'est pour un fibrome, plus ou moins 2 fibromes au maximum. Sinon, la voie suspubienne devient indispensable dès que la masse elle est très volumineuse. On va passer à la voie suspubienne pour pouvoir bien visualiser et à l'extrême, on va demander une IRM pour faire la cartographie de ces fibromes. Et donc, ce sont des images d'un gros fibrome associé à d'autres fibromes. On est passé à l'IRM. Donc, le fibrome simple, comment ça se présente à l'échographie? En général, ce sont des images arrondies, avec un contour bien limité, bien défini, plus ou moins légèrement hypoéchogène par rapport au diamètre et avec une vascularisation qui est périphérique au Doppler. D'autres aspects échographiques peuvent être présents, tels que les images isoéchogènes ou hyperéchogènes par rapport au diamètre. Et surtout, ce sont les fibromes qui sont plus ou moins calcifiés. Cette échographie nous permet de faire la classification de ces fibromes, donc classification qui se fait par rapport à l'endomètre. C'est une classification FIBO par rapport à laquelle on a une prise en charge bien codée. Donc, pour ce que nous intéresse, ce sont essentiellement quels sont les fibromes qui vont intervenir dans l'infertilité. Quels sont les fibromes qui vont nous donner un tableau d'infertilité? Ce sont essentiellement les fibromes type 0, 1 et 2. Ce sont les fibromes dits sous-muqueux. Ces fibromes sous-muqueux, donc type 0 pour dire que tous les fibromes est dans la cavité utérine. Type 1, plus que 50% du fibrome il est en intracavitaire avec un nombre de raccordements aigus. Et type 2, c'est le dôme sous-muqueux et inférieur à 50% du fibrome avec un angle qui est plus ou moins obtus. Donc cette classification elle est faite à partir de l'échographie. Et troisième, l'école qui m'a montré comme vont être sujet de traitement. Le traitement de stéroscopie par voie basse ou elle a un traitement par laparotomie. Pour le traitement, ce qui est traitement stéroscopique, comment faire la part de choses stéroscopie ou laparotomie, c'est 3 éléments. C'est la taille du fibrome, est-ce qu'il va excéder à 5 cm ou l'épaisseur de 1,5 m, c'est le mur de sécurité qui doit être supérieur à 5 mm, et le degré de protrusion en intramuqueux de ce fibrome. Ce sont les principaux éléments qui vont intervenir pour la prise de décision, pour la décision thérapeutique, est-ce que par voie basse ou par voie haute, la myomectomie qu'on va faire. Donc, ce sont des images échographiques aidées sur un intracavitaire qui fait des intracavitaires, mais il est extériorisé au niveau du col. Et c'est une image de stéréosconographie. Le mur postérieur, la taille du mur postérieur, c'est-à-dire l'épaisseur du myomètre. Le myomètre, ça, on a le fibrome. بعمل الفبرة معناها انت كي باش تعمل الفبرة نتاعك على الاقل لازمك على الاقل اكثر من 5 ملم معناها سينو اذا ما عندكش السيكوريتي هذيك يفو ميو سي بارون سي با بارون با لو فيت كيما تعرف لي كومبليكاسيون لي سيرسكوبي اوبيراتوار سي با اوسي فاسيل كو سا بي سينو donc ce sont des images l'hystérosono et c'est l'échographie 3D au mieux pour l'étude de la cavité utérine. Donc, nage le prix dentaire, la l'hystérosalpingographie ainsi que l'hystérosonographie sont normales. Mais quelle est votre conduite? Est-ce qu'il faut faire une abstention de tout geste opératoire, faire une hystéroscopie diagnostique plus ou moins opératoire,
myomectomie plus laparotomie, prise en charge en PMA et traitement médical par analogue. Mais quand on parle d'hystérosalpingographie plus avec une hystérosono qui est normale, qu'est-ce que ça sous-entend? Fibrome, oui. C'est interstitiel. Mais du coup, donc خرجنا avec tout ce qui est sous-muqueux, تعدينا un fibrome dit interstitiel. واضح ولا؟ Mais dans ce cas, هي المريضة elle a une hypofertilité de 2 ans. وعملنا toutes ces explorations وصلنا توا à la décision. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette patiente? Est-ce qu'il faut faire abstention de tout geste opératoire ou elle va faire une hystéroscopie diagnostique plus ou moins opératoire, poussée quand même, myomectomie par laparotomie, on a 4 cm, prise en charge en PMA ou elle a traitement médical par analogue pour diminuer la taille. Donc c'est une abstention de tout geste opératoire et c'est la prise en charge en PMA. Donc, pour les myomes interstitiels, justement, on ne va pas se jeter pour faire l'étiologie de la fertilité et se jeter de faire une myomectomie, que ce soit par hystéroscopie ou par laparotomie. Donc, une fois hystérosonographie ou hystérographie, c'est normal, la cavité elle est intacte, on ne va pas se jeter à faire des myomectomies. Donc on va faire une prise en charge en PMA. La patiente a eu 3 tentatives de FIV avec échec d'implantation. Quelle serait votre conduite à tenir? Faire la myomectomie par laparotomie, myomectomie par hystéroscopie diagnostique où elle a recommencé une nouvelle tentative de FIV et passé en ICSI. Myomectomie, sérodiaque. Éliminer les causes. Estradiaque. Myomectomie. Stéroïdiaque. هو انترسيسيال هو بعيد انترسيسيال باش تزيد لي زاديرونس باش تتصحح. احنا قلنا hystérosono et hystérographie sont normaux. Donc on n'a pas cette composante qui est ça y est هنا في الانترسيسيال هي معناتها في الايماج ايكوغرافيك باش تقول راهي عندها الكومبوزون مي طونك عملنا hystérographie بلس hystérosono وما عندنا حتى شيء معناتها الكافيتي هي انتيغري داخل ما عندناش كومبوزونت سوميكوس مي quel que soit هو احنا قلنا les femmes infertiles en général عندهم هيك 0 1 2 3 فهمنا mais هذا ça n'empêche les autres qui présentent des myomes باش نشوفوا مع بعضنا كيف ils ont un risque relatif moindre par rapport à d'autres patientes qui présentent une infertilité sans myome عندهم اكثر اقل ريسك de concevoir فهمنا خاطر عندهم الميوم هذاك ما فهمش لا cause à effet معناها bien déterminée mais quand même elle présente une hypofertilité par rapport aux femmes qui ne présentent pas des myomes فهمنا dans ce cas de figure احنا لهنا تو est-ce qu'on va faire une hystéroscopie diagnostique ou là on va faire une myomectomie c'est l'hystérodiaque donc on a échec d'implantation. On va compléter par innocenter l'endomètre avant de se jeter faire une myomectomie. Westrin ou donc, la bonne réponse c'est de faire une hystérodiaque qui m'apporte. Donc, qui m'apporte ces fibromes 0, 1, 2, le principal diagnostic différentiel sont les polypes. Maintenant, c'est 0, 1, 2, ديما فما image. En général, quand on fait l'hystérosonographie, on a une orientation diagnostique. Mais à l'échelle de l'échographie, quelquefois, c'est de faire un diagnostic par rapport aux polypes, c'est difficile. Du coup, les polypes représentent un diagnostic différentiel de ces fibromes intramuqueux ou sous-muqueux. D'où l'intérêt de l'hystérosonographie.
Mais regarde pour les fibromes en PMA. Pour les fibromes en PMA, si on prend les fibromes en général, les femmes qui présentent des fibromes, quelle que soit la localisation, elles présentent un risque relatif diminué de conserveur de grossesse par rapport aux femmes qui ne présentent pas de myomes, quelle que soit la localisation des myomes. Mais, pour les fibromes sous-muqueux, ce sont des résultats qui sont significatifs. Les sous-muqueux, les femmes ne présentent une hypofertilité de façon significative. Les femmes à cause de sous-muqueux. Mais pour les femmes qui ont des fibromes intramurales, comme le cas clinique interne, le risque relatif de tomber enceinte est moindre. Et la cause à effet par rapport les fibromes intramuraux n'est pas mis en évidence comme معناها إذا باش تشوفوا rétrospectivement باش تلقاو des différences significatives, mais pour les études qui sont solides ou randomisées, il n'y a pas de différence entre des femmes qui présentent une infertilité sans myome et les femmes qui présentent des myomes interstitiels. Kif kif. فهمنا؟ La différence n'est pas significative. Oui, la deuxième anomalie qu'on peut voir à l'échographie, qui m'apprend les fibromes, ce sont les plus fréquents. Deuxième anomalie qu'on peut voir à l'échographie lors d'un bilan étiologique d'infertilité, ce sont les polypes. Donc ces polypes, comment ça se présente à l'échographie? Ce sont des images épéricogènes en intracavitaire. Il vaut mieux les voir pendant quelle phase de cycle? Premier. Il vaut mieux une meilleure étude de ces polypes. Bravo. Mais qui m'a raconté comme les polypes, c'est la deuxième anomalie qu'on peut voir lors d'une exploration pour la fertilité. Pour les polypes, c'est différent pour les fibromes. Le taux de grossesse est x8 si on fait une polypectomie. Donc, la cause à effet موجودة par rapport aux grossesses. Ça dépend du taille, non? Non? Ça dépend du taille. Les مش ديما مش نحكيو على المليمتريك احنا ديما 0.5 1 سنتيمتر سي معناها ماهوش كيما الفيبروم. Une fois عندنا polype, le taux de concevoir c'est pas aussi évident. D'avoir des grossesses, on a des grossesses mais ce sont des avortements à répétition. Mais la visualisation sera optimale vers J11 ou J13 où l'endomètre il devient hypoécogène, assurant un bon contraste entre le polype et l'endomètre. En phase sécrétoire, l'endomètre sera noyé, le polype sera noyé dans l'endomètre et c'est difficile de voir ces polypes, d'où l'intérêt d'une hystérosonographie et au mieux de faire l'écho 3D qui elle permet une meilleure étude échographique de ces anomalies, quelles que soient fibromes, polypes, surtout pour les anomalies congénitales de l'utérus. Et donc, ce sont des images d'hystérosonographie, ça, 3D, polypes, Mais, troisième, passons aux anomalies qui sont dites acquises. Ce sont les malformations utérines en échographie. Du coup, 28 ans, mariée depuis 7 ans, donc j'ai un P0, grossesse spontanée, une seule grossesse spontanée avec un avortement tardif au 5e mois. Le bilan hormonal, il est normal, et le bilan morphologique de la femme demandé. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux? على الإيماج هذه نجم نقولوا بيكا ونقراو وإلا كلوزوني صحيح. معناها deux diagnostics sont plausibles. L'échographie هذه 2D وهذه 3D. شي رايك؟ C'est
cloisonné. C'est un utérus cloisonné. Il y a c'est l'hystérosono. C'est un utérus comment? C'est cloisonné, c'est pas le bican. Donc l'hystérosonographie, deux hémicavités utérines séparées par un cloison partiel avec un fond utérin contenu sans édentation au regard de la cloison, témoignant d'un seul massif utérin. Et c'est un utérus qui est cloisonné subtotal. Mais et votre diagnostic, donc c'est un utérus cloisonné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Résection. Est-ce qu'il faut traiter? Oui. Oui. علاش؟ خاطر عملت déjà un antécédent d'avortement tardif. إذا ما عملتش هيك l'avortement, normalement c'est pas une indication à l'opérer. Donc faut-il opérer cette cloison? Oui. Mais le diagnostic qui m'a donné l'écho 3D, elle est d'abord très important, surtout dans les malformations utérines. Diagnostic, il est précis, de très bonne sensibilité, c'est l'écho 3D. Mais passons au deuxième élément, on a changé de morphologie, dimension, les différentes anomalies de l'utérus. Quel est le deuxième élément qu'on peut évaluer à travers l'échographie endovaginale en PMA? C'est c'est la réserve. Vous avez fait une étape, c'est l'étape de l'exploration ou exploration d'une infertilité. Du coup, qu'est-ce qu'on peut explorer? On peut explorer la réserve ovarienne à travers le comptage des follicules en trou, le CFA. Donc le comptage des follicules en trou, plus ou moins, il nous donne l'idée sur les réserves ovariennes ternes. Entre 2 et 5, qui fait ce sont la mesure de diamètre des follicules entre 2 et 5 mm, un taux de grossesse inus, CFA inférieur à 4, et les bas entre 4 et 10, en présence d'une diminution, certaines applications, mais le volume de l'ovaire est inférieur à 3 cm3 et avec moins de 5 follicules en trop, il est possible d'affirmer qu'il y a une diminution significative de la réserve ovarienne. Un comptage plus mesure du volume ovarien. Mais en pratique courante, on fait que le comptage des follicules en trop. Et c'est le moyen le plus utilisé et le plus significatif dans l'évaluation des réserves ovariennes. Mais pour les CFA, ainsi qu'on peut avoir le diagnostic de quelques autres pathologies ovariennes, telles que les kystes endométriosiques, les kystes fonctionnels. On peut trouver n'importe quelle anomalie de l'ovaire au cours d'une échographie faite dans l'exploration, ou elle a une échographie qui est faite au début de chaque cycle de PMA, les fameuses échos dites écho initiales, ainsi que l'écho d'exploration. Donc on peut tomber sur des kystes qui sont dits organiques tels que l'endométriose ou la autre kyste, peut-être dermoïde, séreux, missionneux. C'est à l'échographie de faire cette sémiologie échographique pour s'orienter. Il s'agit d'un endométriome à votre gauche, ou il s'agit d'un kyste dermoïde avec les petites calcifications, c'est un endométriome. Et on peut avoir des kystes fonctionnels qui peuvent juste, on peut indiquer un traitement ce cycle, on a le repos cycle, lors de cycle prochain. Le syndrome des ovaires polykystiques, qui maintenant, la définition, elle est essentiellement échographique et on peut dépister ça lors une écho d'exploration où elle a une échographie initiale et ça nécessite de prendre des précautions, que ce soit sur le plan dosage des gonadotrophies, comment faire, est-ce que je des anti-oestrogènes, ça a un influx sur la prise en charge ultérieure du protocole de stimulation des CFAM. Donc, pour le syndrome des ovaires polykystiques en échographie, c'est une surface ovarienne supérieure à 5,5 cm², puisque 12 follicules de 2 à 9, ce sont des petits follicules de disposition périphérique en général, avec une hypervascularisation stromale et base de résistance et flux lent, index de résistance inférieur à 0,55. Mais
quelles sont les autres anomalies qu'on peut voir à l'échographie? Donc, étude des annexes avec de l'entourage des organes génitaux, d'autres pathologies annexives qui m'apportent comme les pathologies organiques, fonctionnelles et les pathologies tubaires telles que l'anédrosalpinx et étude des herbes ovariennes. Hop, c'est quoi ça? Donc, qui m'apporte deux trompes normaux ne sont pas visualisables à l'échographie. Une fois la trompe elle est devenue visualisée à l'échographie, c'est qu'il y a une pathologie. La trompe elle est pleine de quelque chose, que ce soit pur, ou elle est liquide, ou elle n'importe où, elle a une tumeur de la trompe. Du coup, les trompes normaux ne sont pas visualisées à l'échographie, mais une pathologie de tubaire peut être visualisée, telle que l'hétérosalpinx. En général, ce sont des images qui sont oblongues avec des réceptacles qui sont incomplets. C'est une image de Alia Abara que j'ai trouvée sur Internet. Ce n'est pas les images à nous. Ces hydrosalpinx peuvent être sujets d'une prise en charge en préfiltre, le liquide qui est dans l'hydrosalpinx est moins toxique ou la nocive sur la réceptivité endométriale. Et 27 ans, patiente infertilité primaire de 2 ans, échographie sur un hydrosalpinx de bois, cavité utérine normale. Donc on est passé à la cilioscopie avec preuve de méthylène a été pratiquée et voilà les images, ce sont les images pictorisées. Vous voyez, ces images-là, on peut les voir sur l'échographie. Et c'est la cilioscopie qui va faire le diagnostic positif. Mais qu'est-ce que vous constatez? Donc c'est un hydrosalpinx avec une obstruction distale. C'est la première étape de l'exploration d'une femme infertile. Passons à la deuxième partie. La deuxième partie, on a femme à la stimulation ovarienne, fonction et le monitorage folliculaire meloul et la fonction équilibrée. Donc, l'échographie, elle est intéressante à la deuxième étape de cycle de procréation médicalement assistée. Ça sert de monitorage folliculaire. Une fois la patiente elle est sous stimulation ovarienne, il ne faut pas la laisser comme ça. Il faut faire le monitorage de ces follicules. Il faut faire le contrôle, évaluer la réponse de la patiente à ces stimulations. Est-ce qu'il faut augmenter les doses? Est-ce qu'il faut baisser quelquefois les doses? Donc, au cours de la stimulation ovarienne, l'échographie permet de surveiller le nombre de follicules en trop, la réponse folliculaire de la patiente, évaluer le diamètre, donc la maturation et c'est mature ou LLS, c'est en mesurant le diamètre de ces follicules. Et enfin, la détection d'une éventuelle hyperstimulation ovarienne, l'IRIA, c'est une réponse excessive à notre stimulation. Et ça se manifeste par des ovaires qui sont augmentés de volume, supérieur à 7 cm, et multiples kystes, qui plus ou moins, certaines kystes deviennent hémorragiques, et plus ou moins, il y a une assise selon la classification de cette hyperstimulation ovarienne. Mais, donc, il y a un monitorage ovarien plus un monitorage qui est l'ovaire et l'endomètre. Donc, on va évaluer la maturation folliculaire, c'est en mesurant la taille et le nombre des follicules. Aussi folliculaire, au moins 2 follicules. Sinon, pour les plurifolliculaires, on a besoin de multiples follicules. Sinon, il s'agit d'une réponse qui est dite insuffisante. Il y a pour les follicules qui sont matures, il y a une hypervascularisation des follicules en circonférencier. Sinon, il y a une hypervascularisation du stroma ovarien, mais sur le plan pratique, on fait que le comptage des follicules qui sont matures, on va faire mesurer la moyenne de ces follicules pour en savoir est-ce qu'il y a des follicules qui sont matures à 17 mm ou non. Et qui m'a rappelé que le deuxième élément à évaluer, c'est l'endomètre et les critères de bonne réceptivité endométriale. C'est un aspect cible entre OI en grains de café, sinon avec une épaisseur suffisante à 8 mm. Okay. Des éléments de maturation folliculaire
et en même temps, la réceptivité endométriale, c'est à évaluer également par une échographie qu'on fait dans le monitorage de ces cycles de PMA. Donc, comme ça peut être une réponse normale et on va compléter cette stimulation jusqu'à la maturation, jusqu'à le déclenchement. Ou là, on aurait une réponse insuffisante, stimulation, mais sans réponse. Il n'y a pas cette maturation ou cette évolution vers la maturation, d'où on peut se ramasser quelquefois par une annulation de ce cycle de PMA. C'est la réponse qui est insuffisante. Et l'autre part des choses, c'est les réponses excessives, surtout pour les syndromes des ovaires polykystiques, et se ramasser avec un risque de syndrome d'hyperstimulation ovarienne. On a les deux gros ovaires, en plus qui m'attendent du dosage de l'œstradiol. Donc c'est une décision qu'on prend en parallèle. À l'échographie, on a le dosage de l'œstradiol qui va faire la décision d'arrêter l'annulation d'un cycle, que ce soit dans une réponse insuffisante ou dans une réponse excessive. À l'échographie, on a une orientation échographique et entre-temps, on a le dosage de l'œstradiol qui va compléter ce tableau clinique. Et par la suite, on va prendre cette décision d'arrêter pour une réponse excessive ou pour une réponse qui est insuffisante. Le fait d'avoir des follicules, zidolestane ou l'œstradiol pour des pratiques pour faire ces décisions qui sont plus ou moins lourdes sur le plan psychologique des femmes. Sinon, comme on a la stimulation, l'échographie tout au long de ce cycle de PMA et les ponctions une fois les follicules qui sont matures, on va faire la ponction et la ponction ovocytaire elle est faite sous contrôle échographique après 36 heures de déclenchement de cet déclenchement et aspiration, c'est une aspiration douce par voie endovaginale sous contrôle échographique. Ça permet de vérifier l'absence d'un épanchement à la fin de l'acte zénakiftif. Il y a un traumatisme, quel que soit au niveau des vaisseaux. Et par la suite, une fois qu'on a les embryons qui sont là, on va faire un transfert qui généralement, on va pas des transferts non écoguidés, mais généralement et le plus fréquent, on fait des transferts qui sont écoguidés. Et quels sont les avantages de ce transfert écoguidé? C'est d'éviter surtout de toucher le fond utérin pour ne pas provoquer des contractions utérines. La certitude par rapport à la position معناها دخلنا مش في ان فوتراجي معناها دخلنا في البلاصه صحيحه خاطر تنجم تدخل وتلقاك في الفوتراجي تلقاك دخلت تحس روحك دخلت mais c'est l'échographie qui permet de voir les NG en intra-utérin ماهيكش في فوتراجي et permet une meilleure guidage au niveau de l'angle خاطر ديما كما تعرفوا هما rétroversés فما certains transferts sont très difficiles du fait de l'angulation de l'utérus ou le col. Du coup, l'échographie, بالحق لازمها توريك اسكو كما يقول الطبيب الكونتينيتي دو فيل هذاك تاع الاندوميتر ما بين الكول والليتيروس. اون فوا ما ريتش الكونتينيتي راك ماكش في الثنيه صحيحه. Il faut معناها faire des petits gestes par l'échographie pour pouvoir vous retrouver dans le bon sens pour un transfert qui est en place. Ok, vous allez il y a un concours, quelles sont les bonnes conduites de transfert pour demain avec le docteur Derwish. Et ça nécessite une discipline plus ou moins pour faciliter le transfert. Donc, les inconvénients d'IMALS, ما كيش كل معاك معناها في plus ou moins غودي في l'échographie راه مش أي واحد ينجم يعطيك une coupe وين ثم الكول والليتيروس avec la continuité اللي قلت لكم عليها ما بين l'endomètre والorifice cervical interne. Du coup, ça demande un deuxième opérateur qui est plus ou moins rodé. Ça demande une vessie plus ou moins pleine de déficit pour la meilleure visibilité et une procédure plus ou moins longue l'échographie et la mobilisation de cathéter échographie est dédiée. On a d'autres échographies bien
Cochrane qui a démontré que le transfert éco-guidé, ça permet au moment de grossesse ectopique. Et le troisième étape, la dernière étape, c'est le fameux le diagnostic de la grossesse. Donc l'échographie permet le diagnostic de la grossesse après un transfert de si bêta-HCG elle est positive, un bêta-HCG au bout de 15 jours, et l'échographie si le bêta-HCG est positif, c'est au bout d'un mois, au bout de 15 jours. Le nombre d'embryons implantés, ça permet on entra au Haja, quels sont les nombres d'embryons implantés. Et en conclusion, donc, en association à l'hormonologie, l'imagerie est indispensable aux cliniciens pour l'assistance médicale à la procréation à toutes les étapes, l'échographie endovaginale et au premier plan, ils jouent un rôle déterminant dans toutes les étapes de la PMA et ainsi que dans toutes les conduites de